L'objet de la vidéo d'aujourd'hui est d'introduire le concept de routage statique. Il est vrai qu'on a abordé ce concept dans diverses vidéos dédiées à des TP généralement orientés réseau IP avancé. Donc on s'intéressait beaucoup plus au processus de configuration du routage statique. On introduisait ensuite les protocoles de routage dynamique et on faisait en sorte de le configurer au niveau de très grandes architectures. Mais on ne s'est jamais attardé sur pourquoi configurer le routage statique. On n'a jamais vu en détail ce qui se passe derrière. Donc pourquoi il est vraiment nécessaire de configurer le routage. Et donc l'objet de la vidéo d'aujourd'hui est justement d'expliquer tout le processus en détail du routage statique et bien sûr son utilité. C'est-à-dire qu'est-ce que va apporter la configuration d'un routage statique au niveau d'une topologie réseau. Alors cette vidéo doit être la suite logique des deux vidéos précédentes, donc création de réseau local, ensuite interconnexion de réseaux locaux. Donc au tout début on avait vu comment créer un réseau local physique et logique. On avait dit que un réseau local physique est un ensemble d'équipements de niveau strictement inférieur à 3 qui relient des terminaux entre eux, donc des commutateurs qui relient des terminaux entre eux. Pour l'interconnexion, c'est un ensemble de réseaux locaux qui sont reliés entre eux via un équipement de niveau 3 selon le modèle OSI ou bien plus, donc à titre d'exemple le routeur. Donc là, à ce stade-là, on sait comment configurer les équipements terminaux, on sait aussi comment configurer les interfaces de l'équipement intermédiaire routeur. On a aussi compris ce qui se passe au niveau du commutateur, donc la gestion de la table MAC. On a aussi compris comment se passe le processus d'encapsulation et l'appel du protocole ARP qui permet de chercher l'adresse MAC d'un équipement via son adresse IP. Aujourd'hui, on va s'intéresser au routage statique. On débute par une introduction. Donc on suppose qu'on a deux réseaux locaux qui sont composés chacun de deux équipements terminaux et d'un commutateur. Donc si on essaye de délimiter les réseaux ici au niveau de cette topologie, ça sera ainsi. Donc au niveau de chaque réseau local, on a deux équipements terminaux, un commutateur et une interface d'un routeur. Donc pour le LAN 1, on a opté pour l'adresse IP réseau 192.168.1.0/24. Pour LAN 2, on a opté pour l'adresse IP réseau 192.168.2.0/24. On a ici ces deux réseaux locaux qui sont reliés au routeur R1, veut dire qu'on a une interconnexion de deux réseaux locaux. On suppose aussi que les équipements terminaux sont allumés et configurés, veut dire qu'on a configuré au niveau des équipements terminaux une adresse IP, un masque et une adresse de passerelle par défaut. Donc l'adresse IP doit être membre du réseau local logique. Donc pour les PC du réseau local 1, donc ils doivent avoir cette propriété qui est de partager la même adresse, la même partie réseau au niveau de leurs adresses IP. Et même chose pour le réseau local 2. Donc voici les adresses qu'on a attribuées aux différents équipements terminaux, ainsi que les adresses de passerelle par défaut. Donc adresse de passerelle par défaut 1.254 et 2.254. Donc ce sont les adresses qui sont censées être configurées au niveau des interfaces du routeur. On suppose aussi que les interfaces du routeur sont allumées et configurées via les commandes qu'on a appris à saisir au niveau de la vidéo précédente. Donc là, ça sera via IP adresse, adresse IP masque, ensuite no shutdown. Et donc ça, c'est ce qu'on avait appris à faire la fois passée. Et on avait vu aussi que la connectivité était totale, veut dire que tout le monde pouvait communiquer avec tout le monde. On suppose que PC1, donc PC1 du réseau local 1, veut communiquer avec le PC 2.1. Cette communication, elle va marcher. Mais pourquoi? On peut se poser la question, pourquoi la connectivité est assurée? Qu'est-ce qui se passe au niveau du routeur pour que cette connectivité marche? Pourquoi ce qui se passe au niveau du routeur? Parce que forcément, le paquet émis par le PC 1.1, qui va être reçu par le PC 2.1, va traverser le routeur. Et donc, il y a quelque chose qui se passe au niveau du routeur qui va justement permettre qu'il y ait cette connectivité.
En réalité, la connectivité est assurée car le routeur connaît les réseaux locaux 1 et 2. Connaît les réseaux locaux veut dire que ce sont des réseaux qui sont branchés à lui directement. Donc un routeur qui connaît un réseau local, c'est un réseau local qui lui est directement connecté. Comme on le voit ici, les deux réseaux locaux sont directement reliés au routeur, via ses interfaces bien sûr. Et ces interfaces sont configurées avec des adresses IP, justement de ces deux réseaux locaux logiques. Donc 192.168.1.0 et 0.2.0. Et du moment que le routeur connaît le réseau local 1 et 2, veut dire qu'il stocke quelque part cette information. En réalité, le routeur, il gère aussi une table. Cette table, on l'appelle la table de routage. Donc pour le PC par exemple qui gère une table ARP, qui était une correspondance entre une adresse IP et une adresse MAC, le commutateur gérait aussi une table ARP, une table MAC pardon, qui était une correspondance entre un numéro de port et une adresse MAC. Et donc du moment que le routeur connaît les réseaux locaux 1 et 2, veut dire qu'il va stocker ces informations-là au niveau d'une table. Et la table de routage, c'est la correspondance entre un réseau et un chemin. Veut dire qu'il va stocker, donc pour le terme réseau, il va stocker des adresses IP réseau. Donc il va stocker l'adresse IP réseau du LAN 1 et du LAN 2. Et il va aussi stocker le chemin, c'est-à-dire quelle direction prendre pour aller vers les deux réseaux locaux 1 et 2. Donc le chemin, ça peut être par exemple une adresse IP ou bien une interface, ou bien le nom et numéro bien sûr d'une interface. Alors, il y a trois colonnes majeures au niveau de cette table de routage. On a le type, qui est le type de route. On a l'adresse IP réseau / le masque qui représente le réseau, connu par le routeur. Et on a ici le chemin qui est représenté par soit l'interface de sortie, donc nom et numéro de l'interface de sortie, au niveau du routeur lui-même, donc ce sont des interfaces qui appartiennent au routeur, ou bien via l'information qui est adresse IP du routeur voisin. Donc au niveau de ce champ-là, on peut soit stocker une adresse IP, ou bien un nom et numéro d'une interface du routeur lui-même. Du moment que le routeur connaît les réseaux locaux 1 et 2, veut dire qu'il va avoir au niveau de sa table de routage une ligne pour chaque réseau. Donc on a le type C. Donc C c'est pour connected, veut dire que c'est un réseau directement connecté au routeur. Donc ça sous-entend qu'il y a d'autres types de routes. On les verra plus tard. Il y a l'adresse du réseau local 1, donc 1.0/24. Et il y a aussi l'interface de sortie. C'est-à-dire que pour aller vers le réseau 1.0, il faut passer par l'interface 0/0. Donc c'est la direction. Et pour le LAN 2, c'est la même chose. Donc c'est un réseau directement connecté. Donc le type C. Et on a l'adresse du réseau local 2, donc 2.0/24. Et on a l'interface de sortie qui est l'interface Fast Ethernet 1/0. Et c'est grâce à cette table de routage, où il y a ces deux lignes pour les deux réseaux locaux, que PC 1.1 peut joindre le PC 2.1, ou bien que tous les PC du LAN 1 peuvent communiquer avec les PC du LAN 2. Si maintenant on veut modéliser ce qui se passe réellement lorsque, par exemple, PC 1.1 essaye de communiquer avec le PC 2.1, donc ping veut dire qu'au niveau du PC 1.1, on va formuler une requête ICMP qui sera transmise au routeur R1, qui est l'adresse qui est la passerelle par défaut du LAN 1. Donc il faut passer par R1 parce qu'on a mentionné ça au niveau de l'adresse de la passerelle au niveau du PC 1.1, c'est-à-dire que PC 1.1 sait comment sortir du réseau. Et donc au niveau de R1, qu'est-ce qui va se passer? Le routeur 1 va d'abord consulter sa table de routage pour voir s'il connaît le réseau local 2. Il connaît le réseau local 2, il va transmettre vers la bonne direction et donc le ping du PC 1.1 va arriver au PC 2.1. Ensuite, le PC 2.1 va formuler une réponse ICMP qui va aller vers sa passerelle, donc 2.254. R1 va checker au niveau de sa table de routage s'il connaît le réseau local 1. Effectivement, il connaît le réseau local 1 parce qu'il y a une ligne dédiée au réseau local 1. Il transmet le paquet au PC 1.1. Et donc là, on a un ping qui marche. Donc voilà ce qui se passe en réalité lorsque un PC d'un réseau local tente de communiquer avec un autre réseau local en passant par un seul routeur. Donc,
L'idée, c'est de voir d'abord au niveau de la table de routage si le réseau existe. Si le routeur connaît le réseau local, donc il n'y a pas de problème. Si par contre il ne connaît pas le réseau, là il y aura échec. En réalité ici on a essayé de modéliser ce qui se passe derrière. Donc ce qu'on avait vu au niveau de la vidéo précédente, donc interconnexion de deux réseaux locaux. Voilà vraiment ce qui se passe derrière, c'est que le routeur consulte une table de routage pour acheminer les données. Maintenant, on va voir ici une problématique. Ici, on n'a pas deux réseaux locaux uniquement, mais on a trois réseaux locaux composés chacun de deux équipements terminaux et d'un commutateur. Donc, on a trois réseaux locaux, on a trois commutateurs, on a 6 équipements terminaux et on a deux routeurs cette fois-ci. Donc, si on voulait par exemple séparer les réseaux locaux entre eux, ça sera comme ceci. Donc LAN 1, 1.0, LAN 2, 2.0, LAN 3, 3.0. Donc R1 relie les deux réseaux locaux 1 et 2, donc il les interconnecte, et R2 interconnecte les deux réseaux locaux LAN 2 et LAN 3. On suppose aussi que les PC sont allumés et configurés, donc attribution d'adresse IP, de masque et d'adresse de passerelle par défaut correcte. Donc 1.1, 1.2, 2.1, 2.2 et 3.1, 3.2. On suppose aussi que les interfaces des deux routeurs sont allumées et configurées. Donc 1.254 allumé, 2.253 via les commandes qu'on a apprises. IP adresse et nos shutdowns. Même chose au niveau de R2, donc 2.254 et 3.254. Notez bien ici qu'on a au niveau de ce réseau local deux adresses de deux interfaces de deux routeurs. Et donc elles doivent être différentes. Si là j'ai mis 2.254, là je devrais mettre une adresse différente de 2.254. Donc j'ai mis par exemple 2.253. Faites vraiment attention à ne pas mettre la même adresse ici. Sinon, il y aura une duplication d'adresse. On avait dit qu'au niveau d'un réseau local, l'adresse IP, elle est unique. C'est-à-dire qu'il faut faire varier la partie machine. Même chose, donc on a configuré les interfaces de R2 en utilisant les mêmes commandes. Jusque-là, il n'y a pas de problème, sauf au niveau des terminaux du LAN 2. Qu'est-ce qu'on remarque? C'est que le formulaire d'adresse de passerelle par défaut n'est pas rempli. Effectivement, parce que ici on peut avoir deux passerelles par défaut. Donc on peut se poser la question, quelles adresses IP les PC du LAN 2, donc PC 2.1 et 2.2, devraient utiliser comme passerelle par défaut? Est-ce qu'ils vont utiliser l'adresse 2.253 ou est-ce qu'ils vont utiliser l'adresse 2.254? Le problème, c'est qu'on ne peut pas utiliser les deux en même temps. Donc on a un seul formulaire, il faudra saisir une seule adresse. Donc à ce stade, on ne sait pas vraiment quoi saisir au niveau des adresses de passerelle par défaut du réseau local 2, des PC du réseau local 2, parce que ce réseau local, il comporte deux portes de sortie si on veut. Alors le LAN 1 est considéré comme étant un réseau d'extrémité. Un réseau d'extrémité, c'est un réseau où il y a une seule sortie possible. Donc il n'y a que l'interface 0/0 de R1. Je ne peux pas sortir par une autre porte. Même chose pour le LAN 3. Donc pour le LAN 1, je vais sortir via l'interface 0/0 de R1. Pour le LAN 3 aussi, qui est un réseau d'extrémité, il y a une seule porte de sortie. Je vais sortir par l'interface 1/0 de R2. Pour LAN 2, c'est ce qu'on appelle un réseau à accès multiple. Donc c'est un réseau où il y a plusieurs sorties possibles. LAN 2, il faut retenir que c'est un réseau à accès multiple. C'est-à-dire que pour aller à l'extérieur du réseau local, je peux soit sortir par R1 ou bien par R2. Et donc, il y a deux passerelles possibles pour les PC du réseau local 2. Donc soit 2.254, soit 2.253. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a une problématique pour tout réseau à accès multiple. Pour les réseaux d'extrémité, il n'y a pas de problème. Il y a une seule sortie. Pour le réseau à accès multiple, là, il peut y avoir un problème. Et on peut avoir plus de deux sorties. 3, 4, 5, etc.
Et on avait dit qu'au niveau du formulaire, on ne pouvait saisir qu'une seule adresse. Et donc, ici, il y a confusion. Quelle serait l'adresse qu'il faudrait utiliser? On va le faire au cas par cas. Donc, premier cas, on va opter pour l'adresse 2.253 comme adresse de passerelle par défaut. C'est-à-dire qu'on va opter pour sortir par R1. Donc, tous les PC du LAN 2 vont sortir par R1. Si PC 2.1 et 2.2, donc les PC du réseau local 2, tentent de communiquer avec les PC du réseau local 1, donc 1.1 et 1.2, donc si on lance deux pings comme ça, donc 1.1, 1.2, normalement il n'y aurait aucun problème. Donc ça sera le même scénario qu'on a vu au niveau du slide précédent. Donc le paquet IC1P ira vers R1, R1 va consulter sa table de routage, il verra qu'il connaît les réseaux locaux 1 et 2, donc il n'y a pas de problème. Même chose pour la réponse IC1P. Maintenant, si PC 2.1 et 2.2 veulent communiquer avec les PC du réseau local 3, donc 3.1 et 3.2, sachant que l'adresse de passerelle par défaut, c'est l'adresse 2.253, là, il y aurait un problème. Donc, on ne pourrait pas sortir. Pourquoi? Parce que je tente de sortir par R1, et quand R1 va consulter sa table de routage, il verra qu'il ne connaît pas le réseau local 3. Donc, il ne connaît pas de chemin pour aller vers le LAN 3. Donc, si on voulait communiquer avec le LAN 3, on devrait changer d'adresse de passerelle par défaut. Donc, c'est le deuxième cas. Donc, ici, si on opte pour l'adresse 2.254 comme adresse de passerelle par défaut pour tous les terminaux du réseau local 2. Maintenant, si PC 2.1 et 2.2 tentent de communiquer avec les PC du LAN 1, ici, ça ne va pas marcher. Parce que j'ai décidé de sortir par R2. Lorsque R2 va consulter sa table de routage, il verra qu'il connaît uniquement les réseaux locaux 2 et 3. Il ne connaît pas le réseau local 1. Donc il ne connaît pas de chemin pour aller vers le réseau local 1. Par contre, si les PC du réseau local 2 tentent de communiquer avec les PC du réseau local 3, là le ping il va marcher parce que je sors par R2. Donc ici il y a un problème. C'est-à-dire que on ne peut pas communiquer avec les deux en même temps. Donc à chaque fois qu'on veut communiquer avec quelqu'un, il faudra changer son adresse de passerelle par défaut, ce qui n'est pas une solution optimale. Supposons maintenant qu'on a ce scénario-là. Donc un PC du réseau local 1 veut communiquer avec un PC du réseau local 3. Donc 1.1 veut communiquer avec 3.1. Donc on lance un ping depuis PC 1.1, donc ping 3.1, formation d'une requête IC1P qui ira vers R1. R1, qu'est-ce qu'il va faire? Il va consulter sa table de routage. Il ne saura pas comment sortir, comment y aller vers le réseau local 3. Et donc le ping va échouer. Si maintenant c'est l'inverse, PC 3.1 veut communiquer avec PC 1.1, donc ping 1.1 au niveau du PC 3.1, formation d'une requête IC1P qui ira vers R2. R2 consulte sa table de routage. Même chose, R2 ne connaît pas le réseau local 1. Et donc le ping il va aussi échouer. Donc là on a deux problèmes. C'est que LAN 1 et LAN 3 n'arrivent pas à communiquer entre eux. Et pour que LAN 2 puisse communiquer avec LAN 1 ou bien LAN 3, il devra à chaque fois changer sa passerelle par défaut. Donc si on veut, on n'a pas une connectivité totale au niveau de cette topologie. Bien qu'on ait fait tout ce qui était nécessaire, donc tout ce qu'on connaît. Donc les adresses des terminaux, au niveau des terminaux, les passerelles, les adresses des interfaces au niveau du routeur, les interfaces aussi sont allumées. Et malgré cela, on a certains problèmes. Donc la seule petite connectivité qui existe, c'est entre les réseaux locaux 1 et 2 et 3, mais pas les deux en même temps, et pas entre 1 et 3. Et pour le réseau local 2, il faudra qu'à chaque fois qu'il change son adresse de passerelle par défaut, ce qui est vraiment contraignant. En réalité, LAN 1 et LAN 2 peuvent communiquer car ce sont ce qu'on appelle des réseaux voisins. Des réseaux voisins, ce sont des réseaux qui sont séparés par un seul routeur. Donc c'est le routeur R1 qui connaît en même temps LAN 1 et LAN 2. Donc ils sont séparés uniquement par un seul routeur qui est R1. Même chose pour LAN 2 et 3 qui peuvent communiquer parce qu'ils sont séparés par un seul routeur. Donc R2, ce sont aussi des réseaux voisins.
LAN 1 et LAN 3 ne peuvent pas communiquer entre eux parce que LAN 1 et LAN 3 sont des réseaux distants. Les réseaux distants sont des réseaux qui sont séparés par plus d'un routeur. Pour le réseau local 1 et 3, ils sont séparés par deux routeurs, donc R1 et R2. C'est pour ça aussi qu'ils n'arrivent pas à communiquer. Et on a aussi cette petite problématique où LAN 2 ne peut pas communiquer avec LAN 1 et LAN 3 en même temps. Et ça, c'est à cause de la passerelle par défaut où on ne peut pas saisir deux adresses au niveau du champ adresse de passerelle par défaut. Donc là, on a le choix. Donc soit 2.254 ou bien 2.253. Même chose au niveau du PC 2.2. Donc là, on a affaire à un très grand problème. La solution, c'est de faire en sorte que R1 connaisse LAN 3. Parce que par défaut, il connaît LAN 1 et LAN 2. Il lui manque LAN 3. Et faire en sorte qu'au niveau de R2, il y ait une information concernant le LAN 1. Ça veut dire que R2 doit maintenant connaître le LAN 1. Parce que par défaut, il connaît le LAN 2 et 3. En règle générale, pour avoir une connectivité totale au niveau d'une topologie, tous les routeurs de la topologie doivent connaître tous les réseaux. Donc R1 doit connaître les réseaux locaux 1, 2 et 3. R2 doit connaître les réseaux locaux 1, 2 et 3. Donc pour une topologie constituée de X réseaux, connectivité totale implique qu'il y ait X lignes au niveau des tables de routage de tous les routeurs de la topologie. Donc on suppose maintenant qu'au niveau de R1 et R2, il doit y avoir 3 lignes. Donc il y a 2 lignes déjà, il manque une seule ligne. Donc il faut ajouter la ligne concernant le LAN 3 au niveau de la table de routage de R1 et ajouter une ligne concernant le réseau local 1 au niveau de la table de routage de R2. Ajouter des lignes au niveau d'une table de routage revient à configurer le routage. Et c'est pour ça que c'est important de configurer le routage parce que, comme vous le voyez ici, on a énormément de problèmes. Donc LAN 1 n'arrive pas à communiquer avec LAN 3, donc deux réseaux distants n'arrivent pas à communiquer entre eux. Et les deux réseaux voisins arrivent à communiquer entre eux que si la passerelle, par défaut, est bien configurée. Donc ils n'arrivent pas à configurer, à communiquer en même temps. Et le routage, justement, il va régler le problème. Le routage, c'est un mécanisme de sélection de chemin dans un réseau dont le but est d'acheminer les données d'un émetteur à un récepteur. C'est la fonction qui est assurée par l'équipement intermédiaire routeur, d'où le nom affecté aux équipements de niveau 3. Donc on l'appelle routeur parce qu'il assure la fonction de routage. Il assure d'autres fonctions, mais le routage c'est la fonction la plus importante qu'il fasse. Il y a aussi deux types de routage. Il y a le routage statique et le routage dynamique. Donc l'objet de la vidéo d'aujourd'hui c'est de parler du routage statique. Le routage dynamique c'est un routage qui se fait via des protocoles. Donc c'est un routage qui est si on veut qui n'est pas manuel, c'est-à-dire qui se configure automatiquement par des protocoles. Donc c'est l'objet de TP réseau IP avancé. Vous verrez qu'il y a beaucoup de protocoles qui suivent beaucoup de métriques, qu'il y a beaucoup de paramètres à prendre en considération pour choisir tel ou tel protocole de routage. Pour aujourd'hui, on va essayer de parler uniquement du routage statique. Donc, le routage statique, c'est un routage qui est configuré de manière manuelle par un administrateur réseau. Donc ça sera via des commandes. En réalité, il y a une seule commande qu'il faut connaître. Donc c'est une commande qu'on saisit au niveau du mode de configuration du terminal, donc routeur config dièse. On tape la commande comme ceci, donc IP route, donc ce sont des mots-clés, suivi de l'adresse IP du réseau distant, c'est le réseau qu'on ne connaît pas, masque du réseau distant, adresse IP de l'interface du routeur voisin, ou bien interface de sortie. Donc là on est en train de spécifier le chemin. Donc interface de sortie c'est facile, c'est l'interface par laquelle je sors, donc c'est une interface qui est propre au routeur. Adresse IP de l'interface du routeur voisin, c'est l'adresse IP de l'interface du routeur qui est en face. Donc on peut opter pour un des deux paramètres, ça va donner exactement la même chose. On va le voir dans un instant. Donc ici maintenant, on a la topologie telle qu'elle est. On a toujours le choix entre les deux passerelles au niveau des terminaux du LAN 2.
Et on a ici l'affichage des tables de routage de R1 et de R2. Maintenant, il faut faire en sorte que R1 connaisse le réseau local 3. Donc, il doit y avoir une ligne concernant le réseau 3.0/24. Donc, on devra ajouter une ligne comme ceci. Donc, IP route, adresse du LAN 3, donc 192.168.3.0, le masque, 3 x 255.0, parce que c'était un /24. Et ici, qu'est-ce qu'on a? 192.168.2.254, qui est cette adresse IP. C'est l'adresse IP de l'interface du routeur voisin. Donc, le routeur voisin, c'est R2. L'interface voisine, c'est 0/0. Son adresse IP, c'est 2.254. Veut dire que je dis à mon routeur R1, pour aller vers le LAN 3, passe par R2, tout simplement. Dès que je tape cette commande-là, comme j'aurais pu taper la commande différemment, au lieu de spécifier l'adresse IP de l'interface du routeur voisin, j'aurais pu spécifier l'interface de sortie qui est 1/0, celle du R1. Et donc si je tape cette commande ou bien l'autre, donc une des deux, donc ça donne exactement le même résultat, on aurait ici l'apparition d'une ligne avec type S. S, c'est pour dire que c'est une route statique. Donc c'est une route apprise par un routage statique. Donc c'est une route insérée via des commandes du style IP route. Il y a l'adresse du réseau local 3, il y a l'adresse de l'interface du routeur voisin. On fait exactement la même chose au niveau du routeur 2. Donc, R2 connaît les réseaux locaux 2 et 3, il ne connaît pas le réseau local 1. Donc, IP route, adresse du LAN 1, donc 1.0, masque du LAN 1, adresse IP de l'interface du routeur voisin. Donc, le routeur voisin pour R2, c'est R1, l'interface voisine, c'est 1/0, et son adresse, c'est 2.253. Comme j'aurais pu spécifier l'interface de sortie qui est Fast Ethernet 0/0, veut dire que pour aller vers LAN 1, je sors par cette interface. Pour aller vers LAN 1, je passe le paquet à R1, tout simplement. Donc quand je tape une des deux commandes, il y aura l'apparition d'une ligne statique pour le réseau local 1. Et ici l'adresse IP de l'interface du routeur voisin. Donc ici, on a obéi à la règle générale qui dit que s'il y a X réseaux au niveau de la topologie, donc en l'occurrence ici il y a 3 réseaux locaux, il doit y avoir X lignes au niveau de tous les routeurs de la topologie. Donc on remarque au niveau de R1 et de R2, il y a 3 lignes. Donc les routeurs connaissent tous les réseaux de la topologie. Et donc on est censé avoir ici une connectivité qui est totale. Si maintenant PC 1.1 tente de communiquer avec PC 3.1, donc on avait vu qu'auparavant ça n'avait pas marché. Donc on formule la requête ICMP qui va vers R1. R1 consulte sa table de routage, il va nous dire cette fois que je connais le réseau local 3. Il achemine à R2, parce que c'est ce qui est dit par la table de routage. Il faut aller vers 2.254. R2 maintenant va consulter sa table de routage. Il connaît bien évidemment le réseau local 3 car c'est un réseau qui lui est directement connecté. Il transfère le paquet ICMP au PC 3.1. PC 3.1 va formuler une réponse ICMP qui va transmettre à R2. R2 va vérifier au niveau de sa table de routage. Il va vous dire oui, je connais le LAN 1. Il transmet à R1, parce qu'on a dit qu'il faut transmettre à l'adresse 2.253. R1 vérifie, il connaît le réseau local 1 parce que c'est un réseau qui lui est directement connecté. Il passe la réponse ICMP au PC 1.1 et là on a un ping qui marche. Et donc grâce au routage statique, on a pu régler ce problème de connectivité entre réseaux distants. Donc désormais, LAN 1 arrive à communiquer avec LAN 3. Il nous reste maintenant le petit problème de passerelle par défaut au niveau du réseau local 2. Donc on va faire le scénario pour les deux passerelles par défaut et on verra si ça marche grâce au routage statique. Donc on va voir si PC2.1 arrive à communiquer avec PC1.1 avec passerelle 2.253. Donc ça va marcher parce que c'est deux réseaux qui sont voisins. Maintenant on va voir si PC2.1 arrive à communiquer avec le PC 3.1.
Donc via la même passerelle, toujours 2.253. Donc on formule le paquet ICMP au niveau du PC 2.1 qui va vers la passerelle. Remarquez bien, il va vers 253. Parce que j'ai dit que la passerelle du PC 2.1 c'est 253. Ici on l'a choisi. Le routeur il va vérifier au niveau de sa table de routage. Est-ce qu'il connaît le LAN 3? Il connaît le LAN 3. Il y a la ligne statique. Et on lui dit que pour aller vers le LAN 3 passe par 2.254. Il renvoie le paquet à R2. R2 connaît le LAN 3, c'est un réseau qui lui est directement connecté. Il fait passer le paquet ICMP au PC 3.1, qui ensuite va formuler une réponse ICMP. Il va demander à R2 s'il connaît le réseau 1.0, le LAN 1. Il le connaît, parce qu'on a inséré une ligne statique. Et le réseau 2, pardon, donc c'est un réseau directement connecté. Et là, on a un ping qui marche. Ce qu'on remarque, c'est que même si la passerelle était censée aller vers le LAN 1, on arrive à communiquer avec le LAN 3. Donc on n'est pas obligé maintenant d'avoir de changer la passerelle si on veut communiquer avec LAN 1 ou bien LAN 3. Remarquez bien que PC 2.1 avec passerelle 2.253 arrive à communiquer avec les PC du LAN 1 et du LAN 3 en même temps. Bien sûr grâce à la configuration du routage statique. On va voir un peu la même chose lorsqu'on va juste utiliser l'autre passerelle, donc 2.254. On remarque que PC2, s'il veut communiquer avec le LAN 3 avec cette passerelle-là, il n'y aura aucun problème parce que LAN 2 et LAN 3 sont des réseaux voisins. Maintenant, si on veut communiquer avec un PC du réseau local 1 en laissant toujours la même passerelle, donc là on est au niveau du PC 2.2, on formule une requête ICMP, on va aller directement vers notre passerelle 254. Au niveau de R2, on va voir si R2 connaît le réseau local 1. Il connaît le réseau local 1 parce qu'il y a une ligne statique. Et ça lui dit que pour aller vers le réseau local 1, il faut passer par l'adresse 2.253. Donc passer par Fast Ethernet 1/0 de R1. Voilà. R1 connaît bien sûr LAN 1 parce que c'est un réseau qui lui est directement connecté. Il transfère le paquet au PC 1.1 qui va formuler une réponse ICMP. R1 va voir s'il connaît le réseau 2. Bien sûr, il le connaît, c'est un réseau qui lui est directement connecté. Et il transmet la réponse ICMP au paquet émetteur. Et donc, on a ici aussi un ping qui fonctionne. Et donc, LAN 2 arrive maintenant à communiquer avec LAN 1 et 3 en même temps et sans changer de passerelle par défaut. Ça veut dire que maintenant, vous pouvez opter pour n'importe quelle passerelle, quelle qu'elle soit, la connectivité va marcher. Sauf que si on opte pour la passerelle inverse, il y aura plus de paquets qui vont transiter au niveau du réseau. Mais ça n'empêche que, regardez ici, PC 2.1 à la passerelle 2.253, PC 2.2 à la passerelle 2.254. Et donc les deux arrivent à sortir du réseau et arrivent à communiquer avec LAN 1 et LAN 3 sans être forcés à changer leur passerelle à chaque fois. Et donc grâce au routage statique, on a pu régler le problème de la passerelle et on a aussi pu régler le problème de connectivité entre réseaux locaux distants. En résumé, la configuration du routage statique doit se faire au niveau de tous les routeurs de la topologie pour tous les réseaux distants au routeur. Donc, tout réseau distant au routeur, on doit lui configurer une route statique. Parce que par défaut, il ne connaît que les réseaux qui lui sont directement connectés. Et pour qu'il y ait une connectivité totale au niveau de la topologie, les tables de routage de tous les routeurs de la topologie doivent contenir tous les réseaux de la topologie. Donc 3 réseaux veut dire qu'il doit y avoir 3 lignes au niveau des deux routeurs, donc R1 et R2. Et tous les routeurs doivent connaître tous les réseaux de la topologie. Quelques commandes Cisco, donc show IP route en mode utilisateur privilégié permet d'afficher la table de routage. IP route, adresse IP du réseau distant, masque, interface, ça c'est pour ajouter une ligne statique, on l'a déjà vu. Et pour supprimer une ligne statique, donc c'est la même commande, sauf qu'on ajoute au tout début
le mot-clé no. Donc parfois on peut se tromper, on insère une ligne qui est un peu faussée, surtout au niveau de l'interface de sortie, on peut la supprimer via la commande no IP route. Donc voilà les commandes qui existent au niveau du routage statique. Il n'y a que ça, donc il y a show IP route et IP route et no IP route. Donc voilà pour le cours d'aujourd'hui, c'est tout ce qu'il y avait à voir. Donc il faut garder ça en tête. Pour qu'il y ait connectivité totale, les tables de routage de tous les routeurs doivent contenir tous les réseaux de la topologie. Tous les routeurs doivent connaître tous les réseaux de la topologie. Il faut insérer des routes statiques, donc autant d'IP routes que possible, pour tous les réseaux qui sont distants au routeur. Parce que les réseaux directement connectés, ils s'insèrent dès qu'on configure l'interface du routeur. Dès qu'on fait un no shutdown, il y a une ligne connected qui s'insère. En réalité, l'adresse réseau est récupérée via un AND entre l'adresse de l'interface et le masque, saisi au niveau de la commande IP, interface IP adresse, adresse IP et masque. Bon, là on a des petits bonus, donc c'est des compléments au cours. Donc il y a ce qu'on appelle une liaison série. Donc ce câble rouge en éclair, c'est ce qu'on appelle un câble série. C'est un câble qui est généralement utilisé pour connecter deux routeurs très distants d'un point de vue distance, c'est-à-dire distance réelle, donc couverture géographique. Donc l'interface en général elle s'appelle serial, donc serial avec le numéro 2/0, 3/0, etc. Donc ce n'est pas une interface Fast Ethernet ou bien Ethernet. Donc on suppose aussi que l'extrémité du câble n'est pas RJ45. Donc là ici on n'a pas un réseau local, mais on a ici un réseau étendu, un WAN. Donc généralement, si vous trouvez ce câble en éclair rouge, il symbolise un câble série. Et ça permet de relier deux routeurs très distants d'un point de vue couverture géographique. Et donc là on ne va plus parler de réseau local, mais de réseau étendu. Ou bien aussi, on peut l'appeler un réseau point à point. Pourquoi point à point? Parce que c'est un réseau qui contient uniquement deux équipements, qui sont les deux interfaces des deux routeurs voisins. Remarquez qu'il n'y a pas de PC, il n'y a pas de commutateur. Donc, où il y a uniquement deux équipements, on l'appelle réseau point à point ou bien réseau bipoint aussi. Au niveau des interfaces série, il y a quelque chose qu'on configure en plus, c'est le clock rate avec un débit en bits par seconde. Ça permet la synchronisation entre les deux voisins parce qu'ils sont distants d'un point de vue couverture géographique. Et on ajoute une route statique de la même manière, donc on met l'adresse de l'interface du routeur voisin ou bien le nom de l'interface de sortie qui est serial 2/0. Insertion de la ligne S et même chose au niveau de R2. L'adresse de l'interface du routeur voisin, donc 2.254, ou bien le nom de l'interface de sortie série, donc serial 3/0. Voilà. Et on va voir un peu à quoi ressemble dans le monde réel un câble série. Ça ressemble à ça. Voici les extrémités du câble série. Voici à quoi ressemble un port série au niveau d'un routeur, Et voilà le câble lui correspondant. Il faudra l'insérer avec, faudra le visser, voilà. Donc ça c'est le câble série. Ici on a deux ports série ou bien deux interfaces série. Au niveau du paquet traceur, il y a ici le câble en rouge éclair. Voilà. On peut avoir un autre type de réseau bipoint en mettant juste un câble Ethernet croisé entre R1 et R2. Pourquoi croisé? Parce que R1 et R2 sont des équipements de même niveau. Ça, on l'a déjà vu lors de la fabrication du câble RJ45. Donc ici, on a des interfaces comme on a l'habitude de le voir. Donc 1/0, 0/0. Parfois, c'est Ethernet, parfois, c'est gigabit Ethernet. Donc tout dépend le débit. Donc ici, on a affaire à un réseau local. Ce n'est pas un réseau étendu. Et ici, on n'a pas une très grande distance comparée à celle lorsqu'on utilise un câble série.
Ça, c'est pour les commandes, exactement de la même manière. Donc, adresse du routeur voisin, bien nom de l'interface. Même chose ici. Ici, 1/0 fait référence à cette interface. L'interface du routeur lui-même, et non pas l'interface du routeur voisin, parce qu'on a ici le même numéro. Donc, il faut faire attention. Donc, au niveau des slides précédents, j'avais mis 0. Exprès, pour que vous sachiez que 1/0 que je saisis au niveau du IP route, c'est l'interface du routeur lui-même. C'est l'interface de sortie. Ce n'est pas l'interface du routeur voisin. Si je veux saisir une information concernant le routeur voisin, je dois saisir l'adresse IP du routeur, de l'interface du routeur voisin. Donc ça, on a déjà eu l'occasion de voir dans le monde réel à quoi ressemble un câble Ethernet. Voilà, croisé, en l'occurrence. On avait dit que un câble croisé possède deux extrémités avec deux normes RJ45 différentes, A et B. Donc une suite de couleurs différentes au niveau des petits fils en couleur. Donc là, on a un câble Ethernet. Et là, on a des ports Ethernet. Donc 7 ports au total, à titre d'exemple. Et sous paquet tracer, on relie les deux routeurs via un câble croisé. Donc c'est une ligne discontinue noire et non pas l'éclair au rouge. Donc il y a une différence. Donc c'est vrai qu'au niveau de paquet tracer, on ne va pas ressentir la différence. Parce que lié avec un câble série ou bien un câble croisé, c'est la même chose. Il y aura connectivité, il y aura le même processus de configuration, sauf qu'il faudra changer le nom de l'interface de Fast Ethernet à Serial uniquement. Mais sinon, tout le processus est le même. Et donc on ne sentira pas la différence au niveau du simulateur. La différence se sent dans le cas réel. Ça dépend la topologie qu'on a, ça dépend la distance. Si on a par exemple 3 réseaux de 3, par exemple wilaya en Algérie, là on devrait mettre au niveau des 3 réseaux de périphérie des 3 régions, mettre entre eux des câbles série et non pas des câbles croisés. Voilà. Mais si on est au niveau d'une entreprise et on veut relier deux routeurs entre eux, là on passe par un câble Ethernet croisé avec des extrémités RJ45. Ça, c'était en plus. On a aussi la commande traceroute. Traceroute est une commande qui permet de suivre les chemins qu'un paquet prend pour aller à la destination. Donc, c'est un ping avancé. C'est-à-dire qu'il nous dit que ça marche et il nous donne aussi tous les tronçons que parcourt le paquet pour arriver. La commande, c'est trace RT, pas traceroute. Donc, trace RT suivi d'une adresse IP ou bien d'un nom de domaine. Donc nom de domaine, parce qu'un nom de domaine en réalité c'est une adresse IP, et vous le verrez par la suite que le nom de domaine est converti en adresse IP grâce au protocole DNS. Donc si vous êtes sur Google et vous cherchez, vous tapez ou bien vous accédez à google.com, en réalité il y a le protocole DNS qui va chercher l'adresse IP du serveur où est hébergé google.com. Et donc quand vous essayez de joindre quelqu'un via son nom de domaine, en réalité, on va essayer de le joindre par son adresse IP. Si par contre vous saisissez l'adresse IP directement, veut dire que vous n'allez pas faire appel au protocole DNS pour vous traduire le nom de domaine en adresse IP. Et les noms de domaine, ça c'est entre parenthèses bien sûr, ça sert juste à mémoriser pour les êtres humains. C'est plus facile de mémoriser un nom de domaine qu'une adresse IP. Donc Google par exemple c'est 4 x 8, donc 8.8.8.8. Donc au lieu de taper google.com, je peux taper cette adresse IP. Alors, quand je tape traceroute 3.1 à partir du PC 1.1, ça me donne le chemin. Regardez, je passe par 1.254. Ensuite, je passe par 2.254. Ensuite, j'arrive à destination. Donc 3.1. Même chose si j'avais lancé le traceroute au niveau du PC 3.1 en direction du PC 1.1. Donc je passe par 3.254. Ensuite 2.253, ensuite vers la destination finale qui est 1.1. Donc traceroute, c'est un ping qui permet de me donner tous les tronçons que parcourt mon paquet. Donc dès que je vois ici 3 tronçons, je saurai que je passe par 2 routeurs, parce que le dernier tronçon c'est l'équipement de destination finale. Donc là je peux me rendre compte que je vais vers un réseau distant. Voilà. Sous paquet tracer, on peut aussi configurer le routage
statique d'une manière graphique. Donc au lieu de taper cette commande par exemple au niveau de R1, pour faire en sorte que R1 puisse connaître le réseau local 3, je peux le faire ici. Donc au niveau du routeur, je clique sur l'onglet config, je vais sous routing à statique, pour dire que c'est routage statique. Donc RIP, vous verrez par la suite, c'est un protocole de routage dynamique. Et ici, je saisis les informations concernant mon routage statique, ma route statique. Donc network, c'est pour le réseau distant. Mask, c'est le masque du réseau distant. Next hop, c'est adresse IP de l'interface du routeur voisin. Au niveau du mode graphique, je n'ai pas le droit de taper par exemple nom d'une interface. Il va me dire invalid next hop. Next hop, c'est toujours prochain tronçon. Donc adresse IP de l'interface du routeur voisin. Je clique sur add. Et ici, dès que je clique sur add, il y aura cette ligne qui sera insérée. Et en parallèle, j'aurai au niveau de equivalent iOS commands la formation de cette commande Cisco. Donc, ce que je fais en graphique, il est toujours traduit en bas en commande. Donc, grâce au mode graphique aussi, je peux apprendre les commandes. Mais je ne conseille pas trop d'utiliser le mode graphique parce qu'en entreprise, ou bien dans le monde réel, on a affaire à de vrais routeurs, à de vrais commutateurs, à de vrais PC. On n'a pas cette interface. Donc, pour le simulateur, ça permet parfois de faciliter la configuration. Et ça a aussi un aspect pédagogique, c'est-à-dire qu'on peut apprendre. Et sinon, tout le temps utiliser le mode graphique, ce n'est pas bon. Donc voilà, je déconseille d'utiliser le mode graphique pour configurer, que ce soit un routage ou bien même les interfaces ici. À éviter. On a ici un exercice, donc on a une topologie constituée de 4 routeurs, donc R1, R2, R3, R4. Il y a 6 réseaux locaux. Donc LAN 1, LAN 2, LAN 3, LAN 4, LAN 5 et LAN 6. On a une liaison série. On a des liaisons ici Ethernet. On a des terminaux. On a des noms d'interface avec leurs adresses IP. On nous demande de configurer le routage statique au niveau de tous les routeurs de la topologie et d'afficher ensuite les tables de routage. On commence par configurer le routage statique au niveau du routeur R1. Donc, première des choses, c'est de voir déjà quels sont les réseaux locaux connus par R1. Donc, R1 connaît les réseaux locaux 1, 2 et 5, mais il ne connaît pas les 3 autres, c'est-à-dire 6, 3 et 4. Implique qu'il faudra ajouter 3 lignes statiques. Donc, on se positionne en mode de configuration du terminal. On configure 3 IP routes. Donc, une IP route pour le réseau 3, 4 et 6. Donc 6, 3 et 4. Les 3 masques, donc c'est tous ces des slash 24. Faites attention ici au prochain saut. Je suis au niveau de R1. Pour aller vers le réseau local 3, je passe soit par cette interface, soit par celle-là, soit par celle-là. Logiquement, je vais passer par cette interface. Mon routeur voisin, ici, ça sera R2. Ça sera l'adresse de son interface. Donc 2.2. Pour aller vers le réseau local 4, je prends le même chemin. Pour aller maintenant vers le réseau local 6, je ne prends pas ce chemin-là, mais je vais en bas. Mon routeur voisin, ça sera R4. Mon interface voisine, c'est série/2. Et l'adresse, ça sera 5.2. Et la table de routage, donc il y aura 3 lignes connected pour les réseaux 1, 2 et 5, avec les 3 interfaces de sortie. Et pour les réseaux locaux 3, 4 et 6, il y a le type S pour dire que c'est des routes configurées de manière statique. Et il y a les chemins configurés au niveau des commandes 2.2, 2.2 et 5.2 tout simplement. Pour R2 maintenant. R2 connaît les réseaux locaux 2 et 3. Il ne connaît pas les réseaux locaux 1, 4, 5 et 6. Donc il faudra ajouter 4 IP routes pour 1, 4, 5 et 6. Donc pour aller vers le réseau local 1, je suis au niveau de R2. Je passe par 2.1, par mon voisin R1. Si je veux aller vers le réseau 4, je ne vais pas à gauche, mais je vais à droite. Donc mon voisin R3. Je passe par l'interface 3.2. Pour aller vers le réseau local 5 et 6, qui se trouve au niveau de la même direction, je passe par R1, donc 2.1. Et pour la table de routage, il y aura 2 lignes connected
4 lignes statiques. Voilà. Donc les interfaces de sortie pour les réseaux directement connectés. R2, donc face Ethernet 0/0 pour le LAN 2, 1/0 pour le LAN 3, et les différentes adresses IP des interfaces des routeurs voisins pour les routes configurées de manière statique. R3 connaît les réseaux locaux 3 et 4, il ne connaît pas les réseaux locaux 1, 2, 5 et 6. Donc ajout de 4 IP routes. 1, 2, 5 et 6, les masques. Je suis au niveau de R3. Je ne peux pas aller vers l'interface 0/0, parce qu'il y a un réseau local uniquement, il n'y a pas de voisin. Je dois forcément passer par R2 pour aller à tous mes réseaux distants. Donc je passe par 3.1, qui est l'adresse de l'interface du routeur voisin R2, donc face Ethernet 1/0 de R2, donc 3.1. Table de routage, même chose. 2 lignes connectées, 3 et 4, le reste des lignes statiques avec le même chemin. Donc, ce qui veut dire que le chemin parfois il change, c'est pas toujours le même chemin. C'est tout dépend de la topologie. Un routeur qui se trouve à l'extrémité ou bien un routeur qui se trouve au milieu. Celui qui se trouve au milieu, il y a plusieurs voisins. Donc R1, par exemple, il a le R2 et R4 comme voisins. R3 n'est pas le voisin de R1. Pour R3, il a un seul voisin qui est R2. Pour R4, il a un seul voisin qui est R1. On va faire justement R4. R4 connaît le réseau 5 et 6. Il ne connaît pas les réseaux 1, 2, 3, 4. Donc ajout de 4 lignes statiques. Et je passe par mon voisin R1. Donc par l'interface de R1 voisine qui est 5.1. Table de routage, même chose. 2 lignes connectées pour 5 et 6. 4 lignes statiques pour les réseaux 1, 2, 3, 4. Avec le même chemin qui est 5.1. Et donc au total, on a saisi 15 IP routes au niveau des 4 routeurs. Donc 3 au niveau de R1, 4 au niveau de R2, 4 au niveau de R3 et 4 au niveau de R4. Donc ce qu'on remarque déjà, donc ça c'est conclusion pour l'année prochaine, c'est que ce n'est pas évident de configurer le routage statique lorsque la topologie elle grandit. Plus la topologie est grande, plus la configuration du routage statique devient contraignante et longue. Et on peut aussi se tromper. Parce que si, par exemple, je mets 5.2 ici, la commande va être insérée. Sauf que le routage ne va pas fonctionner. Il n'y aura pas connectivité. Parce que je me suis trompé. Et donc, il faut faire attention à ne pas se tromper. Et ça devient un peu contraignant. Si, par exemple, je supprime ce réseau local, il faudra faire des nœuds IP route pour toutes les lignes où j'ai mis IP route réseau 4.0. Si je modifie, donc au lieu de mettre 192, ici je mets 193. Il faudra supprimer la ligne 192.4.0 et la remplacer par une nouvelle ligne. Et donc ça devient un peu contraignant lorsqu'on a un très grand réseau. C'est pour ça qu'on fait appel à des protocoles de routage pour configurer le routage dans le cas de très grande topologie. Parce que la mise à jour et la maintenance, elle se fait de manière manuelle. Bon, ça c'est l'objet de TP réseau IP. Et là, c'est ce qu'on demande aux étudiants de faire en salle. Donc, ils doivent créer cette topologie. Donc, comme celle qu'on a vue au niveau des slides. Donc, on a 2 routeurs qui interconnectent 2 réseaux locaux chacun. Donc, on a LAN 1, LAN 2, LAN 3. Bon, on opte pour cette topologie parce qu'on a uniquement 2 routeurs et 2 commutateurs et 4 équipements terminaux au niveau d'une même armoire. Donc, les étudiants vont travailler indépendamment au niveau des armoires. Donc il y aura 6 équipes au niveau de la salle. Il faudra respecter les noms des interfaces et les numéros des interfaces, les numéros des routeurs aussi. On utilise un câble croisé, parce que le routeur qu'on a en salle, c'est un routeur Cisco 1841 qui ne possède pas de port série. Donc on va opter pour une liaison Ethernet, des câbles croisés. Et on a ici les différentes configs des PC. Donc 1.1, 1.2, 3.1, 3.2, 1.1, 1.2, 3.1, 3.2. Les passerelles, ça sera 1.10 et 3.10. Donc cette adresse, ça sera 3.10. Celle-là, ça sera 1.10. Il faudra configurer les interfaces des 2 routeurs et le routage. On a donné les adresses des interfaces des 2 routeurs. Donc 1.10, celle-là, ça sera 2.10.
Celle-là, ça sera 2.20 et celle-là, ça sera 3.10. Donc là, ça doit être différent. Donc 2.10 ici. Ici, il doit y avoir une autre adresse. Donc 2.11, 2. Ce qu'on veut. On a opté pour 2.20. Et là, on saisit les commandes IP route. Au niveau de R1, je connais les réseaux locaux 1 et 2 qui sont directement connectés à moi. Je ne connais pas le réseau 3. Donc IP route 3.0, masque/24, je passe par 2.20, qui est l'adresse IP de l'interface du routeur R2 voisin. Et au niveau de R2, je connais le réseau 2 et 3, je ne connais pas le réseau 1. Donc IP route, adresse du réseau local 1, masque du réseau local 1, je passe par mon voisin R1 au niveau de son interface 2.10. Donc il est demandé de créer le réseau physique, de configurer les 4 PC, donc attribution d'adresse IP, de masque et de passerelle. Ensuite configurer les interfaces et de routeurs, donc il y a 4 interfaces au total à configurer. Ensuite configurer le routage statique au niveau des 2 routeurs et bien sûr tester la connectivité, donc soit via le ping ou bien via le traceroute. Donc voilà pour la vidéo d'aujourd'hui qui nous a permis de comprendre à quoi sert réellement le routage statique. On a essayé de le voir d'un point de vue basique. On n'a pas vu le routage statique au niveau de très grandes topologies. Et on a essayé de clôturer par les limites du routage statique. C'est pour ça que généralement il y a utilisation de protocoles de routage dynamique. Donc ça fera l'objet de vidéos futures. Voilà.